Salut Fred. Salut Fred. Voilà. C'est quand même vachement sympa d'avoir le même prénom. Ouais, mais mets-toi pas en mode avion, s'il te plaît. Non. Ah, c'est toi qui m'avais lancé ce genre de réflexion. Au départ, mode avion, j'avais dit ouais, ça te va pas mal, mais bon, pas là. Non. Non. Fréquentation du week-end sur le stand Garmin, intéressante. Écoute, une très très grosse affluence. Plutôt un très très bon salon, qualitatif, des gens qui viennent voir les nouvelles technologies. Ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il y a des pêcheurs qui s'intéressent vraiment à la technique. Et donc évidemment très très content d'être là comme tous les ans. D'accord, donc là j'ai vu, bon, je demande à chaque intervenant ce qu'il pense de ce salon, puisque nous sommes dimanche après-midi, et le ressenti des uns et des autres, et là c'est plutôt sympa, il y a un retour plutôt positif. Écoute, moi j'ai l'impression que le salon de Nantes, qui avait à une époque un petit peu lointaine baissé en fréquentation, a véritablement repris de la vigueur et des belles couleurs avec toutes les grandes marques qui reviennent à nouveau exposer leurs produits, et je trouve que c'est vraiment très très bien pour tout le monde, pour les pêcheurs et pour la pêche. Oui, moi je dis Nantes vit à nouveau, bonjour, Nantes revit à nouveau, et puis j'y prends du plaisir à revoir un petit peu tous ces gens qu'on côtoie sur le côtier, c'est intéressant, moi ça me plaît. Et puis c'est quand même pour nous qui sommes des Bretons, c'est quand même un salon local, mais pas que local, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, mais c'est l'occasion de revoir tous les gens avec qui on a fait de la pêche de loisirs, de la compétition, oui. Des anciens. Je sais, ouais, j'étais assez secoué comme ça. Des anciens dont nous faisons partie, et c'est vraiment très très bien d'être là. Je sais, ouais. Les Glénans m'ont assez tiré les fesses le premier jour. Comment faut faire pour que tu viennes tu avais assisté au premier. Voilà, bon. J'espère que tu viendras pour les 10 ans. Oui, tu peux me le dire avec le sourire, t'es pas obligé de m'agresser. Ouais. Eux aussi, ils ont fait pareil. C'est vraiment des Bretons qui... On a du caractère. Hein. On a du caractère, c'est comme la météo. Vous êtes salés, comme le beurre. En revanche... Garmin, c'est une très belle aventure pour toi, et puis des belles bécanes. On a des très très belles images à chaque fois à présenter. Tu nous en as amené à nouveau là, donc on va faire défiler un petit peu ces images. Et puis après, je te poserai peut-être quelques questions qui tournent autour de ces images que tu de la pratique et de la manière dont j'utilise le matériel. Oui, ça aussi, ça peut être intéressant, ouais. Tout à fait. Alors, bon là, on est sur des images. Alors. C'est vrai que d'habitude, chez Garmin, on a tendance à parler de la super technologie, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des pratiquants experts. Et sur les premières machines, dès les produits d'entrée de gamme, on a un logiciel qui s'appelle QuickDraw, qui permet, quand on fait des dérives comme ça, on génère notre trace, on lance un logiciel qui s'appelle QuickDraw Contour, et en quelques dérives, on va voir sur la diapositive suivante, on voit apparaître des têtes de roche, qui évidemment n'étaient pas sur la carte, en tout cas pas sur les cartes de navigation classiques, parce que il ne faut pas rêver, la carte de navigation classique nous donne les grands aspects, les grandes lignes de sonde, mais tous les petits détails, toutes les petites têtes de roche isolées n'apparaissent pas forcément. Et avec ce logiciel qu'on a, et j'insiste bien, dès les produits d'entrée de gamme chez Garmin, on peut commencer à faire de la bathymétrie, et sa propre bathymétrie en direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top pour les pêcheurs. Ça peut être top pour les pêcheurs en eau douce, pour les gens qui font du kayak, qui font du flotte tube, qui n'ont pas forcément nécessité de mettre une cartographie, mais également pour les gens qui pêchent en mer, s'ils veulent encore affiner leur cartographie. Et tu vois bien, les traits de ligne sont très fins. Là, on voit bien une petite tête de roche qui apparaît au milieu de nulle part. Donc forcément, moi j'ai toujours tendance à dire le poisson va se rassembler sur les quelques oasis au milieu d'un grand désert. Ça. Et voilà, ça c'est un oasis de vie, et vous êtes à peu près sûr que personne ne vient pêcher sur ça puisque c'est vous qui l'avez trouvé. Oui, en plus. Voilà, donc on sort des sentiers battus, et c'est vraiment appréciable. D'accord, tu te fais ta propre carto. En fait, on refait notre propre cartographie. Voilà, QuickDraw, et ça se lance automatiquement. C'est un logiciel qui est d'emblée sur l'ensemble des appareils Garmin. D'accord, au top. Autre diapo peut-être que tu nous as mené. Alors là, on est carrément dans une vidéo. Là, on change du tout au tout. Là, on est sur on va dire la technologie qui fait parler, la technologie du moment, qui est le Panoptix LiveScope. Là, c'est quasiment une vidéo sous-marine. En fait, c'est un mix de deux technologies. La technologie clair vue, ou ce qu'on appelait le down classique,
et du sonar. Donc en fait, on va voir les structures. On voit la structure qui est fixe, évidemment, et le poisson qui se déplace autour des structures. Donc là, c'est ce qu'on appelle du live. C'est une technologie instantanée. Il faut une technologie bien particulière, une sonde bien particulière dédiée qu'on vient mettre derrière l'appareil. Et là, on a vraiment des images exceptionnelles. On voit bien, on décrypte carrément les poissons. Donc là, c'était des gros poissons parce que c'était des tarpons. Oui, mais on les voit, on les devine pas. Ah non, on les voit évoluer. Et je pense que ce que cette technologie apporte par rapport aux anciennes technologies, c'est qu'on n'a pas besoin d'un manuel d'utilisation, on n'a pas besoin de lire une notice d'utilisation. Ce qu'on voit à l'écran, c'est tellement parlant qu'on n'est plus dans le cadre de l'interprétation, on est dans le cadre du réel. C'est ça. Voilà. Ah oui, c'est plus que parlant. Là, autre image, bon, alors là, autre vidéo. Bon, là, c'est sur un coin que j'affectionne particulièrement. On ne fera pas reprendre les positions GPS, mais, c'est sur la chaussée de Saint, donc au large d'Armennes. C'est un banc de bar qui faisait, allez, on va dire 70 à 80 mètres de large. Je pense qu'il y avait plusieurs tonnes de bar et qui tournait sous le bateau. Donc là, on voit bien le mouvement du banc qui arrivait par tribord, qui tourne et qui repassait sous le bateau. Donc pour la première fois, là aussi avec cette technologie, on a une notion de positionnement qui est très très fiable. Parce que évidemment avec un sondeur traditionnel, on a un cône. Ouais. Et dans le cône, savoir où est le poisson à l'écran, il faut être un peu devin. Droite, gauche, derrière, devant on sait pas. Là pour la première fois, on regarde à l'écran, on sait que ça vient de la droite, on sait que ça vient de la gauche, on sait que ça vient de l'avant ou de l'arrière. Donc ça va guider notre sens de pêche. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Autre détection. Alors là aussi c'est du live scope. On a un petit banc de poisson forage au milieu de l'écran. Bon, on va sortir un petit peu des captures mères. C'est un joli brochet qui est en train de se promener et qui va s'approcher tranquillement du banc. Et on le voit bien approcher. Donc là encore c'est du temps réel. Hein. Et voilà, il monte dans le banc. Alors il s'approche d'un leurre parce qu'il y a un leurre qui est en train d'être animé. Là. On voit la ligne qui a été descendue, puis finalement, il refuse, il revient, il remonte. Donc là encore, on va suivre le comportement du poisson et on apprend beaucoup sur le comportement du poisson. Si on fait une mauvaise animation, on le voit tout de suite, il prend pas. Si c'est pas la bonne chose, ça devait être le cas, il est reparti. Hein. C'est clair, moi j'ai des anecdotes de gars, alors c'est plus des anecdotes de pêcheurs d'eau douce, hein, qui pêchaient avec des vifs, vivants, et c'était une question de régime alimentaire. Et ils essayaient avec des vifs, ils voyaient les poissons qui montaient, qui refusaient une première fois, qui refusaient une deuxième fois, changeaient de vif, hop, et le poisson prenait tout de suite. Donc là aussi, ça permet quand même peut-être de mieux comprendre. Tout à fait, et de changer son mode de pêche. Là, l'histoire du brochet, celle-ci, là, elle est parlante. Elle est bien parlante. Oui, c'est pas le bon leurre, c'est pas le bon moment. Enfin, c'est pas que c'est pas le bon moment parce qu'il vient, mais c'est une technologie qui est facile, qui est vraiment facile d'utilisation parce que finalement, on monte la black box et la sonde, et ensuite les réglages se font en automatique. C'est vraiment du plug and play. Donc c'est pas une usine à gaz. C'est pas une usine à gaz. Ce qui rebute un peu les pêcheurs, bien souvent, c'est ils disent oui, moi je veux bien acquérir de la technologie, mais je veux être capable de l'utiliser. Là, on va être capable de l'utiliser simplement. Il faut que ça reste simple d'utilisation pour justement les pêcheurs et ne pas se creuser la tête à appuyer sur toutes les touches pour réussir à avoir une image parfaite, quoi. Voilà. C'est souvent, on va dire que c'était souvent un petit peu les reproches sur certaines gammes d'électronique. Bon. Franchement, chez Garmin, c'est simplicité d'utilisation. Donc on peut dire que ça reste plus simple qu'un menu de télécommande télévisée de télé, quoi. Là, on appuie sur on, on demande quel mode d'affichage on veut mettre, si on veut mettre un mode d'affichage comme ça gauche-droit ou si on veut mettre un mode d'affichage vers l'avant. Et puis on suit ce qui se passe à l'écran, c'est de la vidéo directe. Hein. C'est de la vidéo directe. Notre belle image. Pour montrer qu'on a aussi quelques technologies sondeurs, alors là encore, c'est dans un coin que je connais bien, qui est au large d'Armennes. Donc là, ce sont des captures de dorade rose. Alors, j'ai mis cette capture-là parce que bien souvent, les gens nous disent comment est-ce qu'il faut régler la sensibilité sur les écrans. Oui. Et les gens ont tendance à dire non, moi je veux un écran qui soit bien blanc pour ne voir que les échos. C'est dommage parce que quand on ne voit que les échos, on fait quand même disparaître 50-60% des informations. On loupe. Beaucoup d'informations. Donc là, évidemment, on voit des espèces de lignes qui sont en train de se rétrécir vers la surface.
En fait, c'est une thermocline, et comme il y a énormément de courant, toute la masse d'eau est en train de se comprimer, et donc on voit finalement à quelle profondeur se trouve la thermocline, parce qu'il en existe aussi en mer. Et puis au fond, on voit des dorades, ce sont des dorades roses, et des tout petits échos bleutés, et ça, malheureusement, si on baisse la sensibilité, on ne les voit plus. On passe à côté. C'est des petits sprats ou des petits anchois qui sont la base d'alimentation justement de ces dorades roses. Donc c'est plus facile de trouver un banc de poissons fourrage que de trouver les prédateurs. Bien sûr. Et donc il faut augmenter la sensibilité. Voilà, donc une sensibilité forte va vous permettre d'avoir un maximum d'écho. N'hésitez pas à charger un peu votre sensibilité. Donc là, ça c'est une autre capture, c'est un banc de bar. Je trouve qu'elle est intéressante parce que ça permet d'expliquer souvent aux pêcheurs, sur la même capture, là, on a deux bancs de bar. On a un banc de bar actif et un banc de bar inactif. Ouais. Le banc de bar inactif, c'est celui qui est collé au fond, le plus à gauche de l'écran. Et le banc de bar actif, c'est celui où on voit des espèces de volutes. Il ne faut pas oublier que sur une image sondeur, l'échelle de profondeur, c'est celle qui est à droite de l'écran. 10 mètres la surface, et forcément, si le poisson remonte de 3 ou 4 mètres, en général, c'est un comportement alimentaire, c'est un comportement de chasse. Et c'est plus facile d'aller pêcher un poisson qui est en chasse qu'un poisson qui est totalement inactif, qui est calé derrière une tête de roche et qui n'a pas du tout envie de manger. C'est clair. Donc aujourd'hui, on a des GPS, on a des combinés, il suffit de marquer le point précis de l'endroit où est la chasse, on revient avec son sondeur dessus, on pêche et on marque l'essai. On voit bien la chasse, voilà. On voit bien que ça monte. Autre diapo peut-être que tu nous as apporté. Bon, là c'est aussi parlant. Un petit banc de bar qui est vraiment calé derrière une tête de roche. Alors là aussi, je pense que ça, de temps en temps, on voit des pêcheurs. Et moi souvent on me dit Fred, tu pêches pas là? Tu pêches pas? Non, je pêche pas. Mais t'as pas vu? Il y a plein de poissons à l'écran. Ouais, il y a plein de poissons à l'écran, mais ils sont pas sous le bateau là. Ils sont 50 mètres derrière. Là, même si la détection elle est proche de la droite, elle est quand même un petit peu décalée. On n'est pas à la verticale de la détection. Donc pensez quand vous voulez marquer une détection, de marquer un waypoint sur votre détection et de revenir dessus, sinon vous pêchez à côté du poisson. Et ça peut être long la journée. Oui, parce qu'on dérive. Et on dérive vite. Vite. Et pour calculer la distance entre la barre d'instantané et l'endroit où est la détection de poisson, il n'y a pas d'autre solution que de marquer un waypoint et de regarder par rapport à sa position quelle est la distance. Parce qu'évidemment, cette distance, elle dépend de la vitesse de dérive, de la distance de déplacement du bateau. Ça dépend d'énormément de paramètres et on ne peut pas le voir comme ça. C'est clair que... Là, on peut être perdu rapidement, Alors, quelqu'un qui est perdu rapidement, oui, évidemment, mais ça, c'est une capture que j'ai fait véritablement volontairement pour dire, quand on est à haute vitesse, on n'a pas le même profil de fond que quand on est à basse vitesse. Néanmoins, même à 21 nœuds, puisque là, on est à 21 nœuds, on garde quand même notre profil de fond. Et il n'empêche qu'on peut voir des détections. Alors, les détections, elles ne sont pas aussi marquées, évidemment, quand on est à basse vitesse. Mais qu'est-ce qui vous empêche, même à haute vitesse, de marquer un waypoint sur l'espèce de petit gris-gris bleu qui est au milieu de l'écran? Parce que forcément, quand on passe à 20 nœuds sur une détection, elle n'est pas tellement marquée. Mais il y a quand même quelque chose là. Donc vous marquez un waypoint, vous revenez dessus, et quand vous allez arriver à 2-3 nœuds, vous allez vous apercevoir que la détection, elle est bien étalée et que c'est du poisson. Or, quand on fait de la prospection, forcément, on prospecte plus de zones à 20 nœuds que quand on le fait à 3 nœuds. C'est sûr. Mais bon, il faut revenir. Il faut revenir dessus. Trop vite et tu reviens. Il faut revenir dessus. C'est vrai, il faut revenir. Voilà. Tout de suite ou plus tard, mais tu verras comment est fait le fond et quelle est cette matte de poisson qui était là. Tout à fait. Mais on peut faire de la détection à plus haute vitesse que 3-4 nœuds. Moi, j'entends souvent des gens qui disent non, c'est pas possible. Si, on peut le faire. Bon, faut simplement que la sonde soit bien réglée. Alors ça, c'est une autre affaire. Mais à partir du moment où la sonde est bien réglée, il n'y a pas de souci pour faire une détection entre 15 et 20 nœuds. Bien réglé, bien installé, bien posé. Là, une très belle détection encore. Là, c'est une détection qui est assez complète. On voit du poisson en chasse, on voit des prédateurs qui sont sous un banc de petits poissons fourrage. Donc le poisson fourrage apparaît sous forme de boule, très concentré évidemment, parce que comme il est prédaté, il va essayer de se concentrer pour faire un effet de masse. Mais bon, ça trompe pas beaucoup les prédateurs. Hein. Ils rentrent dedans quand même. Ils rentrent dedans quand même.
Et là, par contre, on voit bien les prédateurs. Les échos sont bien individualisés. Alors, on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement en chasse. Ils sont en train de maintenir le banc en boule. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que la marée commence à prendre, le jus commence à prendre. On va voir les échos qui vont commencer à monter. Et là, la chasse va commencer. Mais en tout cas, quand on trouve ce type de détection-là, c'est intéressant de rester dans la zone parce que ça veut dire que ça va se déclencher. Je t'arrête même s'il y a une autre diapo. Quelle technique tu vas utiliser sur ce type de chasse, de pêche? Là, on peut utiliser. Celle-ci. Bon, là, je vais utiliser du jig parce que c'est une technique. Ça va être une technique rapide qui va permettre de prospecter l'ensemble de la couche d'eau. Aujourd'hui, on a des techniques de slow jigging qui sont vraiment exceptionnelles et qui permettent de prospecter l'ensemble de la couche d'eau. C'est plus juste un jig, on le lance, ça coule à la vitesse de l'éclair, ça tombe au fond. Non, aujourd'hui, ça papillonne dans toute la masse d'eau. Et véritablement, quand il y a du bar, du lieu ou d'autres prédateurs qui sont dans la masse d'eau, on arrive à les prendre. Et n'oubliez pas une chose, la plupart des touches au jig, c'est à la descente. Donc on discute pas avec Jojo en attendant que le jig descende au fond. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment bien... Soyez attentifs quand vous laissez votre jig descendre. Moi, j'essaie de larguer. Alors quand je suis en spinning, je largue ma tresse et je regarde ma tresse qui descend. Et si à un moment donné, j'ai un petit coup d'arrêt, je ferme mon pick-up, je ferre. Alors de temps en temps, je ferre dans le vide, mais bien souvent, je ferre et le poisson est déjà pris. Et évidemment, la technologie ou la technique reine pour pêcher comme ça, c'est le casting. Avec le doigt, on maîtrise. Avec le doigt, on maîtrise et au moindre arrêt du jig, on le sent tout de suite. Et là, on peut ferrer en direct et c'est vraiment la technologie reine. C'est ça, c'est ça. Tout le monde peut adopter la technique casting, c'est très simple. Hein. Il suffit juste de s'y mettre un peu et de comprendre comment ça fonctionne. Tout à fait. Et évidemment, quand le poisson est collé plus au fond, à ce moment-là, les technologies peuvent varier. Bon, moi, j'affectionne particulièrement la technologie de pêche au shad. Mais c'est vrai que la technique de pêche a quand même bien évolué. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on faisait mal en compétition en pêche en traction, donc une traction lente et on laissait retomber notre leurre. Aujourd'hui, cette technique de pêche, elle est beaucoup moins productive et on s'aperçoit que la pêche en linéaire, elle est beaucoup plus. Oui. On pêche avec des leurres qui sont peut-être plus légers et on ramène très lentement dans l'ensemble de la masse d'eau et j'ai l'impression que le poisson s'est éduqué. Ah ben complètement. Il va plus vite que nous, il s'éduque plus vite que nous. Ah ben c'est clair. Il va falloir se remettre en question. Hein. C'est clair. T'as retrouvé quelque chose, non? Ouais, bon alors en fait ça c'est un screenshot, donc c'est une capture d'écran, mais j'utilisais la technologie LiveScope. Bon, c'est une épave, c'est une barge qui est posée sur une vingtaine de mètres de fond. Bon, je pense que c'est suffisamment parlant. On voit la forme de l'épave et la superstructure. Elle est légèrement posée sur le flanc. Donc aujourd'hui, on a quand même des technologies d'imagerie qui nous permettent de savoir sur quel type de substrat on est en train de pêcher et de faire une pêche vraiment très précise. Alors je dis pêche très précise, mais attention, je ne parle pas de carnage. Encore une fois, préserver la ressource. Quelques poissons, c'est bien. C'est pas parce qu'on voit du poisson à bloc qu'il faut remplir les glacières. Voilà. Et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut pêcher du poisson. Voilà, il faut simplement savoir se raisonner. J'ai vu des chefs cuisiniers se mettre en avant et dire on préserve la ressource. De plus en plus de gens demandent à ce que l'on préserve la ressource, puisque c'est grâce à cette ressource que nous pouvons aller pêcher, aller en mer, extraire un poisson pour le consommer de temps en temps, et puis préserver cette ressource et ne pas taper dedans à tout vent, comme on a pu encore le voir il y a quelques années, et même encore... Et moi, on peut en parler, parce que moi, ça fait quelques années que je pêche dans des zones qui étaient vraiment très riches, oui. Et je vois véritablement la ressource qui a plongé. Alors, pas forcément en termes de quantité, mais en termes de taille de poisson déjà. Les gros poissons reproducteurs qu'on trouvait il y a quelques années, des poissons qui faisaient 5-6 kilos, on en a quand même beaucoup moins aujourd'hui. On va dire que les gros poissons, c'est les poissons qui font 3 kilos. C'est déjà de très gros poissons. Oui. Moi, je parle de bar en particulier. Mais donc, il faut faire attention. Et juste pour faire une petite aparté là-dessus, il y a un monsieur que tu connais très bien, qui habite tout près de chez toi, que je salue bien, qui n'est pas présent à ce salon de Nantes, mais que tout le monde connaît. Il a 104 ans. Ange.
Et j'ai beaucoup discuté avec Ange, je suis allé chez lui assez souvent. Et il sortait de chez lui, il allait pêcher à pied les rochers, il faisait du poisson. Après, il a eu des amis qui l'ont emmené en bateau dans le côtier. Du côtier, ils sont partis au large. Et il a dit, mais ils ont tout gratté devant, c'est très difficile. Effectivement, il y a de moins en moins de poissons devant, des poissons reproducteurs, comme tu disais. Auparavant, il pêchait au pied de chez lui des poissons de 4-5 kilos, et maintenant, il fait les enfants. Et il dit, je m'en vais. Bon, il pêche plus que la truite, mais... Mais je me souviens d'Ange, à l'époque où il pêchait à la torche ou à Singuet, les jours où ça bougeait un peu, de temps en temps c'était un peu rock'n'roll, mais évidemment il y avait des très gros poissons. Voilà. Aujourd'hui ces poissons-là, ils ont virtuellement disparu. Tout à fait, ou alors il faut les très larges. Voilà. Ok. Dernière image. Ça c'est, on va dire, ça va être une des dernières captures. Vous connaissez tous la technologie SIDE. Évidemment, chez Garmin, on a également la technologie SIDE. Par contre, je voudrais insister sur une fréquence qu'on ne connaît pas souvent. C'est une fréquence qui est une fréquence de 260 kHz. Souvent, les pêcheurs me disent, oui, mais la technologie SIDE, de passer une certaine profondeur, on est quand même un petit peu limité. On n'arrive pas à trouver des épaves au-delà de 40-50 mètres de fond. Oui, avec les fréquences traditionnelles 455 et 800 kHz, mais là on travaille en 260, donc en 260, là il y a 70 mètres de fond, l'épave est située à peu près à 140 mètres de la sonde, donc elle est située à 50-60 mètres sur le côté tribord du bateau, et on la voit encore très nettement, elle n'est pas du tout dans la zone d'ombre. Donc simplement quand on achète du matériel, il faut bien choisir sa sonde, et en fonction du mode de pratique qu'on veut faire, il y a des sondes qui sont adaptées. Et on trouve ça chez Garmin, comme on trouve ça chez tous les bons fabricants d'électronique. Super mon Fred, super. Vraiment très belles explications. On est tous ravis de pouvoir suivre tes dires, donner une technique de pêche de ci, de là sur un arrêt avec un arrêt sur image. Merci. Écoute, c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Fishing TV et de venir discuter avec des amis. Écoute, bonne fin de salon à toi et puis on se revoit très prochainement. Merci à toi. Prochain direct dans quelques instants ici même.